souris ne me sert à rien. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire du programme EVE sur les C2E, donc financer votre transition énergétique grâce aux fiches de C2E Transport. Avant de vous présenter nos intervenants, je vais vous faire quelques petits rappels techniques par rapport au webinaire. Donc, si vous avez un souci technique, sélectionnez le bouton Aide qui est dans l'onglet Autres. Vous aurez votre solution. Le replay sera envoyé par mail aux inscrits sur la chaîne YouTube du programme EVE et le support de conférence sera envoyé à la fin du webinaire à tous les inscrits. Merci de poser vos questions dans la rubrique Q et R, questions et réponses, et évitez d'aller dans conversation parce que peut-être qu'on ne pourra pas bien voir votre question. Et enfin, merci de ne faire aucune publicité dans conversation ou questions-réponses. Alors, je vais vous présenter nos trois intervenants. Donc, Pierre Loupo-Glazov, qui est chef de programme EVE à l'ADEME. Ensuite, Marine Scala, qui est chargée de mission à la T2E, donc chargée de mission transport pour le club C2E. Et enfin, Jean-Christophe Desjardins, qui est président du groupe transport Club C2E à la T2E. Et moi, donc, je suis chargée de mission transport et environnement pour le programme EVE, entre autres, à EcoCO2. Le programme. Alors, Pierre Loupo-Glazov donc, va démarrer avec une introduction et vous positionner un petit peu l'environnement des C2E dans l'organisation de toutes les fiches d'opérations standardisées. Marine Scala vous présentera le club C2E et la T2E. Et ensuite, Jean-Christophe Desjardins prendra le relais pour vous présenter plus en détail les fiches d'opérations standardisées et aussi comment monter un dossier par rapport au certificat d'économie d'énergie. Je terminerai rapidement en vous présentant deux exemples par rapport à des montants potentiels pour des fiches d'opération standard. Et enfin, comme d'habitude, on terminera sur des questions-réponses. Je laisse la parole à Pierre Loupo-Glazov, donc pour l'introduction. Merci Véronique. Ce que l'on peut dire quand on parle de C2E, c'est que les C2E, finalement, les certificats d'économie d'énergie sont des objets complexes pour les entreprises et elles sont pas toujours évidentes. Ces C2E sont pas toujours évidents à opérer. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand on parle de C2E, dans le transport et la logistique en particulier, on pense d'abord programme C2E. Par exemple, le programme C2E F2 ou le programme Remove, mais il y en a d'autres. Notre objectif, en fait, sur ce webinaire, c'est d'abord de vous présenter justement l'ensemble de ces catégories de C2E, le rôle des acteurs des C2E, comme l'a rappelé Véronique, et en particulier la T2E, et enfin et surtout les fiches d'opération standardisées, les fameuses FOS C2E. Alors, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, C2E, c'est en fait trois catégories de, de certificats, on peut le dire comme ça. Il y a d'abord les programmes C2E. Les programmes C2E, sur l'ensemble du volume des C2E qui sont utilisés, c'est au global
toute activité confondue, 5%. Cependant, ce qu'on peut se dire, c'est que dans le transport, cela représente 74% de l'ensemble des C2E produits dans notre secteur. Alors, un programme C2E, c'est en fait un catalogue d'actions collectives ou de dispositifs qui sont opérés et qui génèrent des économies par le simple fait de les mettre en œuvre. Mais ces économies, elles sont liées au programme et ce sont des économies d'énergie indirectes. Je cite très simplement un dispositif phare, notamment dans le cadre de EVE, qui est le dispositif objectif CO2, engagement de réduction des émissions des entreprises de transport routier, de marchandises ou de voyageurs. Donc, objectif CO2, il est construit et financé dans le cadre d'un programme C2E. Les fameuses fiches d'opération standardisées qui sont le principal vecteur d'utilisation des C2E, puisque au global, sur l'ensemble des C2E utilisés, les fiches d'opération standardisées, les FOS, représentent 85%. Mais si on ramène ça au transport, c'est seulement 20% du total des C2E que nous utilisons dans notre secteur. Alors, une fiche d'opération standardisée, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen qui finance soit un équipement, soit un service particulier. Par exemple, la fiche TRA EQ pour équipement 115 qui est une fiche C2E qui porte sur des véhicules de transport de marchandises optimisés. Et la rémunération de cette fiche, elle est forfaitaire en fonction d'un volume de C2E qui est défini et autoporté par la fiche. Et on a un troisième moyen d'actionner des C2E que sont les fiches d'opération spécifiques. Globalement, ça représente 10% de l'ensemble du volume des C2E et là encore, seulement 6% dans le transport. Une fiche d'opération spécifique, ça finance une opération ciblée à l'inverse d'une opération standardisée. Par exemple, on va le trouver assez peu dans le transport, mais je donnerai juste un exemple d'illustration. Si vous êtes armateur, vous avez un navire et que vous changez par exemple la motorisation de votre navire pour mettre une nouvelle chaudière, un nouveau système, un nouveau moteur, l'ampleur et la spécificité de l'opération fait que ça sera plutôt porté par une fiche d'opération spécifique. Il n'existe pas de fiche d'opération standardisée pour ce type d'événement. Voilà, diapositive suivante, Lauriane. Ah, oui, voilà. Alors, dans le transport, si on zoome, ce que l'on peut se dire, c'est que on est face à un paradoxe. Si je prends l'ensemble des C2E qui sont mis à disposition des acteurs économiques pour leur transition énergétique, le transport à l'échelle nationale, c'est 30% de la consommation d'énergie, mais c'est seulement 6% des C2E utilisés. Et ça, ça nous place face à un paradoxe. Et en plus, ces C2E utilisés, ces 6% de C2E utilisés, je vous l'ai dit, c'est 74% à travers des programmes C2E. Ça veut dire qu'on a une opportunité, en fait, d'actionner le principal vecteur d'utilisation des C2E, que sont les fiches d'opération, les FOS. Et d'ailleurs, je vous ai mis le hit parade 2024 des FOS, des fiches d'opération spécifiques transport. Vous voyez qu'on a des équipements ou TRA EQ par exemple, ou TRA SE pour service. La plus employée, ça a été, je mets de côté le covoiturage, mais dans le transport de marchandises, la logistique, ça a été la TRA EQ équipement 101 qui finance des UTI pour le transport combiné rail-route. Une autre fiche qui est assez connue, la TRAEQ 115, véhicule de transport de marchandises optimisé. C'est l'optimisation d'un camion, par exemple, en y ajoutant des équipements qui le font moins consommer.
qui sont générateurs d'économie d'énergie. Cette fiche TRAEQ 115, elle est utilisée également via le programme Objectif CO2. Et d'ailleurs, ce que l'on peut se dire, c'est qu'à travers le programme C2E et le dispositif Objectif CO2, les entreprises qui construisent leur plan d'action peuvent puiser dans le catalogue des fiches actions du programme EVE sur Objectif CO2 des FOS, des fiches d'économie d'énergie. Et c'est gagnant-gagnant. Elles construisent leur plan d'action de décarbonation tout en utilisant des fiches d'opération qui leur permettent de générer des économies d'énergie. Voilà, donc diapositive suivante, c'est justement pour illustrer. Notre idée, c'est à travers le programme EVE et notamment Objectif CO2, donc c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, de puiser dans les 150 fiches actions qui sont actuellement dans le programme EVE et d'aller chercher, par exemple, des FOS, des fiches d'opération C2E. Quand vous voyez fiche C2E avec une petite étoile, ça veut dire que l'action, si vous choisissez par exemple de mettre en place une boîte de vitesse robotisée dans l'achat d'un véhicule, et ça se fait de plus en plus évidemment, ça déclenche potentiellement l'obtention ça déclenche une fiche d'opération si vous la valorisez. Donc, il faut avoir l'idée que on peut, à travers notre programme et notre dispositif Objectif CO2, si vous êtes un transporteur, vous pouvez, dans vos plans d'action, aller chercher des fiches d'opération, des fiches C2E. Diapositive suivante. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va lancer un petit film qui va vous planter le décor en fait des acteurs des C2E, la DGEC, l'ADEME et notre belle association, la T2E. Voilà, on peut lancer le film. En France, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, C2E, est un outil majeur pour économiser l'énergie. Il est encadré, soutenu et développé par 3 organismes, la DGEC, l'ADEME et le club C2E de la T2E. Ils réalisent ensemble en étroite liaison de nombreux travaux comme la définition des fiches d'opérations standardisées et la mise à jour du catalogue, la gestion des opérations spécifiques avec la DGEC pour l'instruction, l'ADEME à l'expertise et le club C2E en appui. Mais ils ont aussi chacun leur rôle dans ce dispositif. Alors, qui fait quoi ? La DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat, est un service du ministère de la Transition énergétique. Elle a la responsabilité du dispositif des C2E via 2 entités. Le bureau 5CD, 6 personnes, et le PNC2E, 25 agents. Le bureau 5CD est le bureau des économies d'énergie et de la chaleur renouvelable. Il encadre et pilote le dispositif, veille au respect des objectifs nationaux et européens et assure le suivi des programmes C2E. Il est chargé d'élaborer les textes encadrant le dispositif. Modalité d'application, demande de C2E. Le PNC2E, pôle national des C2E, a pour mission d'effectuer les vérifications et validations préalables à la délivrance des certificats. Il valide le statut de délégataire, constate les infractions et prononce des sanctions. Il procède à la réconciliation administrative de fin de période. Ces 2 entités organisent un comité de pilotage du dispositif, réalisent une lettre d'information mensuelle ainsi que des bilans annuels et organisent les relations avec EMI, le registre des C2E. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, apporte son expertise technique à la DGEC et au club C2E. L'ADEME, c'est un coordinateur qui organise l'expertise d'une vingtaine d'experts, le suivi de tous les programmes C2E dont 6 portés par l'ADEME, des études de gisement et d'évaluation du dispositif, une centaine de questions par mois. Elle participe au comité de pilotage C2E, élabore des guides comme ceux sur les opérations spécifiques. Elle organise les journées techniques nationales à la fin de chaque période en alternance avec le club C2E. Chaque année, l'ADEME apporte son aide financière à l'AT2E et à Amorce pour leurs actions dans le cadre des C2E. Le club C2E est au centre des échanges entre les professionnels du dispositif réunis dans ces groupes de travail thématiques dédiés aux fiches d'opérations standardisées. Il a aussi pour mission d'accompagner et d'informer les acteurs du dispositif pour les aider à comprendre et optimiser sa mise en œuvre selon leurs activités, de proposer sur la base de retours d'expérience des évolutions du dispositif de manière indépendante dans l'intérêt collectif. Le club C2E, c'est une équipe de 10 personnes,
plus de 200 questions par mois et 30 webinaires sectoriels par an, des études pour accompagner le développement du dispositif. Tous les travaux sont conduits en étroite liaison entre la DGEC, l'ADEME et le Club C2E. Le fruit de ces collaborations est disponible sur Internet. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Maintenant qu'on a bien positionné l'environnement des C2E, je vais donner la parole à Marine Scala, donc de la T2E, pour qu'elle nous présente plus précisément la T2E et le club C2E. Merci, Véronique. Donc, bonjour à tous. Alors, pour récapituler un petit peu, la T2E, c'est l'Association technique énergie et environnement. C'est une association de la loi 1901 qui a été créée en 1978 pour promouvoir la maîtrise de l'énergie en se fondant sur des bases techniques. La T2E, ça comprend 2500 adhérents, 11 délégations régionales et on travaille, comme le disait le motion design, en collaboration étroite avec l'ADEME et la DGEC. On a 7 domaines d'expertise répartis en 2 pôles, le pôle efficacité énergétique et le pôle énergie renouvelable. Le club C2E, on va le retrouver dans le pôle efficacité énergétique. On peut passer à la slide suivante, Lauriane. Merci. Pour vous parler un peu plus du club C2E, il a été créé en 2006 et c'est un espace d'échange neutre. C'est important pour nous puisqu'on est là pour conseiller, répondre aux questions, mais ce n'est pas un espace de lobbying. On a 3 missions principales. La première, ça va être d'organiser des groupes de travail pour contribuer à la définition des fiches d'opération standardisées, ou aussi appelées FOS. Dans l'idée, on accompagne les acteurs qui ont un projet à organiser leurs réunions et puis à se soumettre aux exigences de rédaction de ces fiches d'opération standardisées. On organise également des webinaires sectoriels. Donc, au sein du club C2E, il y a plusieurs secteurs. On va retrouver l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, les réseaux et le transport. Il y a aussi les opérations spécifiques. Et puis, je vous présenterai après un petit peu comment ça s'articule. Et enfin, on propose sur la base des retours d'expérience des acteurs, des évolutions sur les fiches ou sur les textes qui sont portés par des groupes, encore une fois. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, l'organigramme du club C2E, il est plutôt simple. Il y a un chargé de mission par secteur. La déléguée générale, Elisabeth Tatro, chapeaute avec l'appui de Thierry Lapara les différents chargés de mission. Et puis, ce que vous pouvez voir sous nos présentations, c'est des missions transverses. Par exemple, je m'occupe du transport, mais je serai aussi à même de vous répondre pour des questions de contrôle sur le dispositif. On va retrouver Solène Toum pour le bâtiment, Daniela Celis pour le résidentiel, Olga Landesman pour les opérations spécifiques. On peut en retrouver notamment dans le transport. Mohamed Douba pour l'agriculture et Colin Vienne qui nous appuie tous les chargés de mission, notamment sur le transport. Alors, pourquoi c'est intéressant d'adhérer au club C2E? Nous, on met à disposition de tous les webinaires donc, qui sont consultables par tous. En revanche, en étant adhérent, vous pourrez avoir accès aux fiches de calcul et aux fiches explicatives qui appuient les fiches d'opération standardisées. C'est des documents annexes qui ne sont pas juridiques ou réglementaires, mais qui sont des plus pour saisir un petit peu le dispositif des C2E et mieux comprendre les opérations que vous souhaitez mettre en place. On a notamment une boîte mail qui est dédiée aux questions C2E, donc questions au pluriel clubc2e@at2e.fr. Les questions sont redirigées vers le chargé de mission du sujet. On priorise évidemment les adhérents puisque, comme précisé dans le motion design, on reçoit entre 200 et 300 questions par mois. Donc, il y a une priorité qui est donnée aux adhérents, mais on traite toutes les questions. Merci beaucoup, Marine, pour cette précision et les explications sur la T2E. À la fin du webinaire, vous aurez aussi un lien, puisqu'il y a un nouveau webinaire sur les C2E, une sorte de mise à jour, donc mois de septembre, je crois.
Oui, Et plus vous, qu'une mise à jour, c'est une rentrée des C2E qui peut intéresser certains d'entre vous, puisqu'il va s'agir de reprendre les bases du dispositif pour commencer une nouvelle période ensemble. voilà, merci. On vous en dira un peu plus à la fin du webinaire. On a un slide dessus. Merci beaucoup, Marine. Je vais donner la parole donc à Jean-Christophe Desjardins, qui est le président secteur transport donc, du club C2E, donc secteur transport à la T2E. Et il va nous présenter plus de détails encore sur les C2E et surtout comment monter un dossier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Alors, je vais vous expliquer les grands principes du dispositif des C2E qui a été établi à partir de 2005 dans le cadre d'une loi fixant les orientations de politique énergétique à l'ensemble des fournisseurs d'énergie et donc de distributeurs de carburant dans le cadre d'une obligation réglementaire pour faire des économies d'énergie. Et donc, nous avons l'obligation d'investir dans des mesures qui aident les Français, puisque c'est un dispositif franco-français, à économiser de l'énergie, donc du carburant, l'électricité, du gaz, du fioul, et de promouvoir aussi activement l'efficacité énergétique auprès des consommateurs d'énergie. Donc, nous avons ce que l'on appelle un rôle actif et incitatif. Et donc, le dispositif fonctionne par période. Nous sommes actuellement dans la période 5 qui dure 4 ans et qui va se terminer le 31 décembre de cette année. Nous allons rentrer dans la période 6 qui, elle, devrait durer 5 ans et devrait débuter donc au 1er janvier 2026 pour s'achever à la fin de l'année 2030. Donc l'État impose une obligation à chaque fournisseur en termes de volume d'économie d'énergie à faire aux différents acteurs et d'aider et d'embarquer les consommateurs à réduire leur consommation énergétique. Il y a une comptabilisation également de ces économies d'énergie qui sont faites à la fin de la période. Et donc les fournisseurs d'énergie ont un volume de C2E à respecter en fonction de la quantité de produits d'origine fossile qu'ils émettent à la consommation. On peut passer à la slide suivante. Donc, vous expliquez les différentes périodes. Vous avez le tableau ici qui part de 2006, qui était la période 1, et nous sommes actuellement dans la période 5, dite P5, qui s'arrête à la fin de l'année 2025, avec différents moyens d'obtention des C2E. Pierre l'expliquait tout à l'heure. 3 à 4 grands moyens, donc à travers les fiches d'opérations standardisées et les opérations spécifiques, à travers les programmes. Donc, en termes de programmes transport, nous en avons actuellement à peu près, il doit y avoir une bonne dizaine, une bonne quinzaine de programmes transport. Les programmes transport importants sont des programmes tels Advenir, qui concernent les bornes de recharge électrique, e-Trans, qui concerne les poids lourds électriques, donc l'aide au financement des poids lourds électriques, le programme EVE, Pierre en a parlé tout à l'heure, et puis programme Remove, qui est un programme de report modal. Donc, ce sont des exemples de programmes, il y en a bien d'autres. Et puis, il y a des programmes d'achat. Donc, quand les obligés n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, il y a la possibilité de pouvoir, donc en termes de leurs objectifs en termes de production interne et externe, il y a un moyen complémentaire qui sont les achats sur le marché secondaire pour pouvoir remplir notre obligation. Passer à la slide suivante. Et donc, le dispositif des certificats d'économie d'énergie a été mis en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, plus on économise d'énergie, moins on a l'émission de CO2 et plus on contribue à la réduction du réchauffement climatique. Et donc, les quotas d'économie d'énergie sont imposés en fonction des quantités de produits émis par les obligés. Les entreprises qui sont concernées sont les distributeurs de carburant automobile, les fournisseurs d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid, et les fournisseurs de fuel domestique.
Et les obligés aussi s'exposent à de lourdes pénalités financières s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, donc, qui peuvent aller jusqu'au double du prix actuel des C2E. La reddition des comptes est faite en fin de période afin de savoir si les obligés ont réalisé leurs objectifs. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc Pierre l'expliquait tout à l'heure, mais je vais passer assez rapidement sur les opérations standardisées, donc fiches d'opérations standardisées ou fausses. Elles permettent de cadrer la mise en place d'économies d'énergie dans une règle qui est bien définie et que les obligés doivent respecter, sinon le C2E n'est pas valide. Pour les opérations spécifiques, donc elles sortent du cadre des opérations standardisées, comme elles n'ont pas une mesure d'économie d'énergie dite standardisée. À ce moment-là, elle est validée par l'administration et les instances qui encadrent ces opérations spécifiques et qui valident après une valeur, un forfait d'économie d'énergie pour l'opération spécifique concernée. Et elle est calculée en kilowattheure Cumac. Donc ces économies d'énergie permettent de pouvoir faire le cumul d'économies d'énergie sur la durée de la vie de l'opération. Donc c'est pour ça que l'on dit cumuler et actualiser. Elles sont définies, comme l'avait dit Pierre tout à l'heure, donc selon les différents secteurs qui existent dans les C2E, agriculture, donc agri pour agriculture, tra pour le transport, et puis ainsi de suite pour les autres secteurs tertiaires, industriels ou réseaux. On peut passer à la slide suivante. Voilà, bon, pour ce qui concerne la liste des opérations standardisées par secteur, donc nous voyons que pour la partie transport, nous avons 42 fiches sur les 230 ou 240 qui existent. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, les acteurs majeurs des C2E sont les obligés. Donc, en général, ce sont des énergéticiens. Par exemple, Total Energy, EDF, Engie, Carrefour, tous ceux qui émettent du produit d'origine fossile à la consommation. Il y a des délégataires, qui sont des entreprises qui gèrent toute ou partie des obligations qui leur ont été déléguées par les obligés. Les mandataires, qui sont des entreprises spécialisées dans la réalisation de travaux d'économie d'énergie, de rénovation énergétique pour pouvoir récolter les C2E. Les obligés peuvent les mandater afin de produire des C2E à leur place. Les bureaux de contrôle, puisqu'il y a des contrôles dans les certificats d'économie d'énergie pour lutter contre les fraudes, vous en avez sans doute entendu parler. Et donc, on est amené à faire des contrôles et l'opération n'est validée qu'une fois le bureau de contrôle passé sur le chantier ou ayant validé l'opération, par exemple, pour le transport. Et puis, il y a les professionnels qui sont ceux qui réalisent les opérations. En général, pour la partie transport, ce sont les concessionnaires automobiles, par exemple. Et également donc un organisme étatique qui est l'ADEME pour le programme e-Trans, qui encadre l'aide au financement des poids lourds électriques dans le cadre du programme e-Trans. Je vais passer à la slide suivante. Merci. Et donc, depuis 2022, j'expliquais, il y avait une réglementation qui était beaucoup plus contraignante et qui impose un renforcement des contrôles à la charge de l'obligé pour s'assurer de la qualité du C2E, éviter les fraudes, éviter les doublons, avec des niveaux de contrôle satisfaisants à atteindre. Donc, en l'occurrence, pour 2025, tant que nous n'avons pas atteint 30% de contrôle satisfaisant sur un dépôt qui est fait sur le site EMI, eh bien, on ne peut pas déposer, on doit continuer les contrôles. Et également, pour les contrôles non satisfaisants, il y a un taux maximum à atteindre de non satisfaisant qui est de 15%. Donc, afin de faire baisser ce taux, eh bien, il faut multiplier les contrôles pour faire baisser le taux de non satisfaisant. Il peut y avoir également des contrôles post-dépôt par le pôle national des C2E avec une obligation de conserver
de revenir en arrière et donc pour nous de conserver les preuves jusqu'à 9 ans en arrière en cas de contrôle. On peut passer à la slide suivante. Donc le dispositif des C2E, en résumé, hein, donc concerne le vendeur d'énergie, hein, qui est l'obligé, et pour pouvoir matérialiser des opérations avec ses partenaires, il y a une obligation absolue qui est de signer une convention entre l'obligé et le partenaire. Donc ça peut être par exemple une société de transport ou également la possibilité de pouvoir faire en sorte que le concessionnaire auto, quand il vend des véhicules, porte le rôle actif et incitatif de l'obligé et peut présenter les dispositifs d'économie d'énergie, par exemple dans le cadre d'acquisition de voitures électriques, par exemple. Ensuite, le versement des primes aux professionnels, donc les professionnels pour réduire leur consommation d'énergie, est réalisé. Et ensuite, si on n'atteint pas le niveau d'obligation, il y a le paiement d'une pénalité que l'on doit faire, que les obligés doivent faire à l'État. On peut passer à la slide suivante. Donc, j'insistais hein, sur la convention de partenariat qui est à signer absolument entre l'obligé et le bénéficiaire. Donc, le bénéficiaire ultime, c'est celui qui va faire l'action d'économie d'énergie, par exemple, acheter un véhicule électrique, ou le professionnel qui, lui, est le concessionnaire qui présentera l'offre. La convention donc, est signée pour la durée de la période. Elle est en général non contraignante, elle n'est pas exclusive. Donc, des bénéficiaires peuvent, ou des professionnels peuvent signer des conventions avec plusieurs obligés s'ils le souhaitent et valoriser les certificats d'économie d'énergie auprès de l'obligé qui les intéresse. La période P5 s'achevant fin 2025, les obligés devront re-signer de nouvelles conventions avec les bénéficiaires et les professionnels. Donc, j'insiste sur ce point-là, vous ne pourrez pas valoriser d'opérations d'économie d'énergie si vous n'avez pas de convention. C'est-à-dire qu'il n'est même pas possible de faire d'avenant ni de faire de modifications avec effet rétroactif. Ça ne fonctionnera pas. Le pôle national des C2E et l'administration refuseront ces dépôts quand il y aura des dates qui ne seront pas conformes. On peut passer à la slide suivante. Voilà des exemples d'actions d'économie d'énergie à travers les fiches d'opération standardisées pour ce qui concerne le transport de marchandises. Donc, on a vu tout à l'heure, Pierre expliquait, donc TRA pour le transport, Q pour l'équipement et un numéro d'incrément de la fiche. Donc, la 115 qui est les véhicules de transport de marchandises optimisés. Et puis, nous avons également la 129 pour les sociétés de transport qui permet d'acquérir un poids lourd électrique. Passer à la slide suivante. Celle-ci, c'est pour les transports de voyageurs. Vous avez la TRA-EQ 128 qui est le pendant de la TRA-EQ 129, mais qui elle, concerne donc les autobus et les autocars électriques ou la possibilité également de rétrofiter. Un autre exemple, par exemple, est la télématique embarquée qui permet de mieux optimiser sa consommation d'énergie. Également aussi des formations à l'éco-conduite. Donc là, on est dans SE, TRA SE pour le service, avec formation à l'éco-conduite pour les chauffeurs routiers. On peut passer à la slide suivante. Pour le montage du dossier, donc ça c'est un schéma synthétique où vous devez absolument avoir un document d'engagement qui correspond en fait au bon de commande ou au devis signé de la part du bénéficiaire. Et c'est ça qui va enclencher l'opération d'économie d'énergie. Il faut absolument, bien sûr, que ce document, quand il est signé, fasse l'objet de la signature d'un contrat de partenariat préalablement.
Le document d'achèvement, lui, correspond à la fin de l'opération d'économie d'énergie et correspond effectivement à l'émission de la facture ou du crédit bail. On peut demander également d'autres preuves dans le cadre de la constitution des dossiers en cas de contrôle, qui sont les certificats de carte grise et d'autres attestations et documents complémentaires. À cela, on joint aussi un tableau récapitulatif de toutes les opérations qui peuvent correspondre effectivement à toutes les commandes qui ont été effectuées par le bénéficiaire. On peut passer à la slide suivante. Ensuite, il y a une validation électronique des documents, puisque tout se fait en électronique. Le bénéficiaire également signe, c'est une obligation, sinon le dossier de C2E sera refusé, ne sera pas valide, et donc l'opération ne pourra pas être valorisée. Et après contrôle du pôle national des C2E, la prime peut être versée par l'obligé. On peut passer à la slide suivante. Voilà les conditions d'éligibilité, par exemple, pour certaines fiches. Donc, on a vu tout à l'heure la TRAEQ 115. Elle impose d'avoir, dans le cadre de l'application de la fiche, une boîte de vitesse robotisée, des pneus d'une certaine catégorie, des déflecteurs de toit, un carénage latéral. Pour la 103, par exemple, elle doit indiquer la consommation, le kilométrage, l'utilisation de l'accélérateur et des freins, le régime moteur, et ainsi de suite pour les autres fiches. Donc, tous ces critères sont obligatoires pour pouvoir respecter le cadre de ces fiches d'opération standardisées. Slide suivante. C'est terminé. Merci beaucoup, Voilà, Jean-Christophe. je vous en prie. Maintenant que vous savez tout sur les C2E, pour conclure, nous allons vous montrer deux exemples de fiches d'opération standardisées pour les véhicules poids lourds électriques et les bus et cars électriques. Je peux mettre la slide suivante. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, le montant d'une prime. Donc, vous voyez que sur la TRA EQ 129 pour le poids lourd en marchandises, c'est en fonction donc des différents PTAC. Vous avez en face le montant kilowattheure QMAC donc, qui a été calculé. Donc, ça, c'est par véhicule. Actuellement aussi, on ne l'a pas évoqué, il y a un bonus donc pour certaines fiches d'opération standardisées. Donc là, dans ce cas, vous voyez, on a un bonus qui va de 3 à 5 en fonction des PTAC. Et on a le montant de la prime, sachant que cet exemple, là, c'est vraiment juste indicatif. Donc, on a utilisé le montant de 5 euros. Et vous voyez qu'on a aussi pour la marchandise donc du rétrofit. Donc de 3,5 tonnes à 26 tonnes tracteur routier. Donc on va de plus de 4 000 euros à 38 000 euros, plus de 38 000 euros donc pour un tracteur. Et en rétrofit, donc c'est un peu plus bas puisque ce n'est pas le même coût. Donc voici pour la marchandise. Lauriane, si on peut voir celle du voyageur. Donc pour les voyageurs, donc autocar ou autobus, donc il y a aussi une distinction par rapport à la catégorie et à la catégorie aussi de l'équipement par rapport à la taille de la batterie et si on a un équipement de pantographe, donc qui est un système de trolley. Donc là, vous voyez, on a aussi, donc c'est pas des PTC, c'est en fonction donc de ces catégories. Et on a donc des montants de primes. On a aussi un bonus qui est de 4 là actuellement. Et on a un montant de primes qui va donc de 20 000 euros à 51 000 euros pour, en gros, toujours à 5 euros, valorisé à 5 euros dans ce cas, dans cet exemple-là pour les autocars. Et après, c'est en fonction des agglomérations, donc pour les bus. Concernant leur attention, donc ces montants ne sont pas fixes. Les calculs, donc là, comme je vous l'ai précisé, sont basés sur 5 euros. Il s'agit d'un marché. Donc c'est à vous de contacter vos énergéticiens, que ce soit pour vos bâtiments ou pour votre carburant, afin donc qu'ils vous mettent en relation.
puisque ce sont des obligés, donc ils vous mettent en relation avec leur délégataire, donc si vous souhaitez comparer. Voilà, donc là aujourd'hui, ces exemples n'engagent absolument personne. Des institutions qui sont intervenues, ce sont vraiment des ordres de grandeur à partir donc d'un exemple à 5 euros. Voilà, nous avons terminé donc de vous présenter donc tous les éléments sur les C2E ainsi que les exemples et on va passer donc à la partie des questions. Donc comme vous avez pu voter, je vais regarder si on a des questions en fonction des votes. Alors, la première question, dans le cadre d'une location longue durée de poids lourds électriques, qui doit faire la demande entre le loueur ou l'utilisateur? Jean-Christophe, c'est peut-être une question pour vous? Alors, c'est la première question, pardon. Alors, dans le cadre d'une location longue durée de poids lourds électriques, qui doit faire la demande entre le loueur et l'utilisateur? Le loueur ou le locataire? C'est le loueur, hein, qui après donne le dossier à l'obligé. Et quand on parle de demande, je ne sais pas si c'est le versement de la prime, hein, mais en tout cas, la prime, elle peut être déduite directement dans le cadre d'une location par le loueur, à condition bien sûr que l'opération soit éligible et ait été validée par le pôle national des C2E. Ce C'est qui le loueur signifierait qui collecte le... Oui, Ce qui signifierait que le loyer serait un petit peu plus bas qu'à la voilà, normale parce que le loueur aurait exactement. obtenu une prime C2E. Exactement. Donc, il y a plusieurs possibilités, hein. Quand on loue, ça peut être effectivement un loyer modéré ou alors une ristourne importante sur les premiers loyers. Et ensuite, quand on achète, ça peut être également soit une ristourne directement en pied de facture dès la signature du bon de commande, ou la possibilité de payer le 100% de la valeur du véhicule électrique et de se voir ensuite verser une prime directement par l'obligé au bénéficiaire, ce qui fait que le bénéficiaire peut faire ce qu'il veut de cet argent-là. Il n'a pas de remise sur facture. D'accord, donc ça c'est à voir avec le Oui, loueur en fait. oui, oui, c'est à décider en fait entre les parties. J'ai la question suivante. Les conventions signées avant le 31 décembre 2025 sont-elles à re-signer pour la 6e période? Donc ça c'est la première question. Et qu'en est-il lorsque le dossier a été instruit par un tiers, accord entre constructeurs de véhicules industriels et des obligés par exemple? Alors, je n'ai pas très bien compris, moi, la question. Qu'en est-il? Le dossier était instruit par un tiers. Alors déjà, les conventions, comme vous l'avez déjà précisé, je crois que c'est encore vous, Jean-Christophe, ou Pierre. Les conventions signées avant le 31 décembre seront bien re-signées Alors, pour la 16e oui, période. oui, oui, il va falloir re-signer à chaque fois une nouvelle convention par période. Donc, les obligés signeront avec leurs différents partenaires d'ici le début de la nouvelle période P6. Tout à fait, il y a une obligation, hein. Donc, sinon, vous ne pourrez pas engager d'opération ou elles ne seront pas valables. Et donc là, si les dossiers en sont instruits donc, par le constructeur, donc je suppose que c'est la question, je m'excuse, Monsieur Demangeon, si je n'ai pas bien compris. Donc Non, ça sera aussi les la même dossiers sont chose? instruits, ouais, les dossiers sont instruits, hein, par les délégataires ou les obligés. Donc, c'est-à-dire que les professionnels je prends l'exemple, hein, d'un concessionnaire auto ou poids lourd qui vend des véhicules. Donc, lui, il va récupérer tous les éléments administratifs du dossier et ensuite va les envoyer à l'obligé. C'est l'obligé qui va vérifier la qualité du dossier et qui fera le dépôt sur le site de l'administration, qui, elle, ensuite validera les C2E. Mais l'instruction du dossier au niveau de la bonne, la bonne mise en place de tous les documents est faite par l'obligé ou son mandataire. Mandataire. Ouais. C'est pas le vendeur de véhicules électriques, par exemple, qui instruit le dossier.
C'est le travail qui est fait par l'obligé. Un obligé. Donc, ça répond probablement à la question ci-dessous, qui suit de Madame Rafaillac. Bonjour. Donc, si je comprends bien, les bénéficiaires ne touchent pas l'argent, mais disposent de ristournes, résultat des échanges entre les obligés et les professionnels concessionnaires véhicules. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a soit la possibilité d'avoir une ristourne directement sur facture, quand je prends toujours l'exemple, hein, du concessionnaire auto. Quand il vend sa voiture, il peut faire une ristourne directement en pied de facture, ou alors où le bénéficiaire peut demander le versement de la prime a posteriori quand quand le dossier est validé. Donc, il paye 100% de la valeur du poids lourd électrique, par exemple, s'il devait l'acheter, et il se verrait reverser une prime après par l'obligé, après la validation du dossier par le pôle national des C2E. Donc ensuite, la question suivante, existe-t-il une enveloppe maximum pour le dispositif C2E consacré à l'achat de véhicules électriques lourds? Non, alors je ne sais pas ce qu'on veut dire par enveloppe, mais il y a Oui. des montants, hein, qui ont été indiqués sur le tableau, hein, mais qui sont approximatifs puisqu'ils donnent une valeur relativement faible. Ça peut être plus ou moins. Et après, c'est une négociation à avoir entre l'obligé et puis le bénéficiaire sur la valorisation potentielle de son action d'économie d'énergie. Donc c'est une négociation de gré à gré. Euh, Ensuite, les orientations consistant à financer, pardon, c'est une question de Monsieur Rose, les orientations consistant à financer le leasing social, la prime à la conversion et autres bonus écologiques ne vont-elles pas, ne vont-elles pas faire bondir la part des C2E, excusez-moi, la part des C2E dans les transports sans que cela ne profite aux entreprises? Alors, je pose que la question. Financer le leasing social. Donc, c'est les fiches C2E pour financer le leasing social, la prime ou autres bonus. Donc, vont augmenter la part des C2E dans les transports. Et ça finirait peut-être par pénaliser les entreprises. J'espère que j'interprète bien la question, Monsieur Rose. Non, enfin, pour ce qui concerne les entreprises de transport, c'est d'essayer de retrouver un équilibre, hein. Tout à l'heure, Pierre le disait, entre la quantité d'émissions que réalise le transport et les certificats d'économie d'énergie qui sont attribués aux économies liées au transport. Donc aujourd'hui, c'était naturellement, hein, les C2E se sont orientés de manière importante dans la rénovation énergétique des bâtiments et du tertiaire et de l'industrie, puisque ça composait, ces deux secteurs composaient à peu près 90% des C2E de la nation. Donc il faut savoir que les C2E transports ne correspondent aujourd'hui aux alentours, euh, ne contribuent qu'à 3,5 à 4% des C2E de la nation. Donc on essaie de trouver un rééquilibrage en sortant de nouvelles fiches d'opérations standardisées qui permettront aussi de valoriser l'achat de nouveaux véhicules électriques, puisque nous allons massivement vers une transition vers l'électrification des mobilités. Et le but, c'est d'aider justement à l'achat de ces véhicules qui sont beaucoup plus coûteux que les véhicules thermiques. Donc, il n'y aura pas de déséquilibre, hein, pour ce qui concerne, je ne sais pas ce que la personne a voulu dire, mais ça va défavoriser les entreprises. Non, ça va plutôt les aider à acquérir des matériels qui sont relativement onéreux aujourd'hui. Parce que les productions ne sont pas assez importantes et peut-être que la technologie aussi fait que cela est coûteux et donc ces aides permettent d'équilibrer et d'avoir des prix qui sont similaires à ce que l'on peut connaître dans le thermique tout en passant à une transition vers l'électricité. Pierre, je crois, a aussi Oui, un complément à apporter. en complément, si on est sur le leasing social, euh, il y a, on n'est pas rentré trop dans le détail parce que ça peut être un peu complexe, mais il y a une part de C2E qui est réservée euh, aux ménages précaires notamment, ce qu'on appelle des C2E précarité, et des opérations de leasing social par exemple
sont fléchés sur ces types de C2E. Donc ça ne va pas toucher l'enveloppe des C2E classiques hors précarité pour nous. Donc les obligés ont aussi à mobiliser des C2E précarité. Donc c'est là-dessus que Leasing Social va porter a priori. Alors, en termes d'enveloppe, il n'y a pas de limite, contrairement aux enveloppes budgétaires de l'État. Les enveloppes ne sont pas capées, puisque nous avons des objectifs de réalisation d'économie d'énergie qui sont relativement importantes et qui augmentent de période en période pour les obligés. Et l'enveloppe n'est pas fermée, elle est ouverte. Donc on peut faire, à partir du moment où les opérations sont conformes, on peut réaliser autant d'opérations d'économie d'énergie que l'on souhaite, jusqu'à ce que l'administration décide d'arrêter certaines fiches pour diverses raisons. Là, on a une question concernant donc aussi de Monsieur Berthuis. Dans le cas d'essai de jeu, pour l'achat d'un véhicule utilitaire électrique, que se passe-t-il si l'utilisateur revend son véhicule à l'étranger au bout de 5 ou 6 ans? Alors, normalement, il est indiqué dans la fiche d'opération standardisée, si mes souvenirs sont bons, Oui, tout qu'il à fait. il n'est pas possible de revendre son véhicule à l'étranger. Donc, l'opération d'économie d'énergie est réalisée en France et elle reste en France. Le PNC2E se réserve le droit de faire des contrôles dossiers jusqu'à, je ne veux pas dire de bêtises, Jean-Christophe, mais je crois que c'est 8 ans après dépôt du dossier. Oui, j'avais dit Et 9 ans, donc, mais peut-être pour certaines fiches, mais il me semblait que c'était 9 ans, moi, peu importe. hmm, C'est relativement long, ce qui fait qu'on peut contrôler et suivre et invalider l'opération d'économie d'énergie si elle n'est pas conforme, si on constate qu'elle n'a pas été en conformité avec ce que le cadre de la fiche d'opération standardisée impose. tout à fait, Et là, c'est la vente à l'étranger donc qui est interdite, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, il y a c'est une pas possible. durée de revente du véhicule quand on a bénéficié d'une prime C2E? C'est la durée durée de la vie de la fiche d'opération standardisée pour l'opération. Donc, je crois que pour les véhicules, si on prend un véhicule léger, ça doit être 16 ans, il me semble, si mes souvenirs sont bons, et 12 ans pour un véhicule rétrofité, je crois. Il faut consulter, je ne les connais pas toutes par cœur, mais il faut consulter les fiches d'opération standardisées. Il y a peut-être un lien sur les fiches, il me semble, dans la présentation, Marine. Oui, je pense qu'il y a un lien. Donc, il Et faut. sinon, j'ai répondu en commentaire en mettant un lien vers le catalogue des fiches transport que vous pourrez tous consulter. Justement, sur le contrôle, je crois qu'il y a une nouvelle question là de Monsieur Devreigne. Dans le cas de savez-vous comment va s'organiser l'obligation de contrôle sur lieu convenue mise en place à partir du 1er juin dernier? Oui. Qui paie quoi en termes d'inspection, l'obligé ou le bénéficiaire? Comment gérer quand on a des véhicules MAT partout en France, dans de multiples agences? Cette nouvelle disposition vient sincèrement compliquer la donne et rallonger le processus global de traitement délivrant. Merci d'avance pour vos précisions. Tout à fait. Donc, les contrôles doivent être réalisés par des bureaux de contrôle qui sont certifiés COFRAC. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça prendra sûrement un certain temps. Il faudra s'organiser. Il va y avoir des opérations qui vont être auditées, donc des lots d'opérations. Et la fiche d'opération standardisée impose un certain nombre de contrôles, de l'ordre de 10 contrôles documentaires sur, par exemple, un véhicule, et puis 4 ou 5 contrôles physiques, visuels, sur le site désigné par le bénéficiaire. Donc, s'il y a une livraison de plusieurs dizaines de véhicules dans différents endroits de France, eh bien, ce seront les antennes des différents bureaux de contrôle qui iront faire les contrôles. S'il s'agit de la même opération, par exemple 50 véhicules, mais qui sont répartis dans toute la France, si un véhicule est considéré comme non conforme, c'est l'ensemble du lot d'opérations qui est non conforme. Donc, il faut remettre en conformité le véhicule en question parce qu'il manque tel ou tel document pour faire en sorte que l'obligé puisse déposer le lot d'opération sur le site émis et valoriser les C2E. Donc, pour ça qu'on insiste aussi sur la qualité des dossiers
à transmettre pour être certain que lors des contrôles physiques sur site, puisqu'il se passe sur le site désigné par le bénéficiaire, contrôle documentaire et contrôle physique sur un certain nombre de véhicules. Donc avec un pourcentage de niveau de contrôle satisfaisant pour que le lot d'opérations soit valide. Donc c'est vrai que c'est une contrainte, mais c'est ce qui a été mis en place par l'administration pour lutter contre les fraudes potentielles. Alors peut-être que une fois que nous aurons un peu plus d'expérience sur la mise en place de ces contrôles, la rigueur de ces contrôles pourra être légèrement levée pour s'assurer qu'il n'y aura pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de fraude potentielle. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'administration a voulu un niveau de contrôle relativement élevé pour ne pas pénaliser justement les acteurs qui sont sérieux et qui ont des dossiers de qualité. Et donc, ça limite effectivement les tentatives de fraude. Alors, en complément, Jean-Christophe, je parle pour 2026. On a une claire volonté d'alléger tout en sécurisant les dispositifs de contrôle et on a fait des expériences encore cette année, mais dans le bâtiment, de contrôle visuel à distance, le CVAD, c'est-à-dire à travers des photos sécurisées. Par la photo, on peut avoir des informations sur la localisation, sur un certain nombre de points. Donc, il nous faut encore réfléchir au fait que les images ne soient pas trafiquées. Et par l'IA, on sait trafiquer des images, donc il faut imaginer des systèmes de sécurité. Mais on pense développer à partir de 2026 les contrôles visuels à distance, ce qui évitera d'aller envoyer in situ des inspecteurs vérifier les véhicules, par exemple. La mise en place d'un processus de contrôle visuel à distance par photo nous permettra d'effectuer des contrôles sérieux et beaucoup moins onéreux. Mais ça, c'est en cours de réflexion. Il y a une claire volonté de l'administration de mettre en place le CVAD, encore un terme du jargon administratif, mais justement dans l'idée de à la fois d'augmenter le nombre de contrôles et de les simplifier, de les fluidifier. D'accord. Alors, on va faire deux dernières questions et après, je pense qu'on répondra par écrit aux questions suivantes, parce qu'en fait, ça n'arrête pas. Donc, je n'en vois pas le fin. Juste deux questions, si vous pouvez répondre rapidement, s'il vous plaît. Concernant, donc, pardon, une question de Monsieur Ben Mahadin. Concernant les collectivités territoriales, en tant qu'éligibles du dispositif, doit-elle forcément bénéficier d'une convention avec un obligé? Il Pierre? faut, Oh, pardon, comme alors, je le voyais ouais, acquiescer. j'essaie donc je continuais sur la question précédente, mais vous m'aviez pas entendu. Ah, Donc, qui pardon. paye? C'est l'obligé qui paye les contrôles COFRAC, hein. Donc, il n'y a rien à la D'accord, charge ni du du bénéficiaire. bénéficiaire, ni du professionnel, par exemple le concessionnaire. C'est l'obligé qui mandate les Hmm. bureaux de contrôle. C'est intégré en fait dans la valorisation du prix global, hein. Ça a un coût. Et ensuite, l'autre question, donc, c'était? Les collectivités territoriales, en tant qu'éligibles du dispositif, doivent-elles forcément bénéficier d'une convention avec un obligé? Alors, c'est une fleur qu'on fait enfin une fleur entre guillemets, hein, que l'on fait aux collectivités territoriales. Elles ont un statut qui leur permet d'aller. Mais il faut qu'elles soient elles-mêmes organisées. Donc, ça va marcher sur les très grosses collectivités qui ont les moyens et la compétence et les services financiers en capacité de le faire. Mais elles peuvent valoriser directement les actions et les investissements qu'elles font sur le marché sans passer par un intermédiaire. Mais là encore, ça va dépendre de la taille de la collectivité et de ses moyens de développer elle-même et de prendre en charge elle-même le système. Les petites collectivités, elles ont plutôt intérêt à passer par des délégataires ou des obligés pour éviter tout ce travail que Jean-Christophe évoquait, assez lourd administrativement, et également la prise de risque sur un marché d'échange émis de valorisation des C2E. Donc c'est vraiment des arbitrages à opérer.
Jean-Christophe, si tu veux compléter. Non, je n'ai pas de complément, Pierre. Et la dernière question, après les autres, on enverra les réponses par écrit. Le rétrofit hydrogène peut-il être assimilé au rétrofit électrique? Alors, non. Ce qui compte dans le dispositif des C2E, c'est bien l'économie d'énergie. On se base là-dessus. Avec l'effet induit, bien sûr, qui est de réduire les émissions de CO2, mais on reste stricto sensu sur les économies d'énergie. Or, les véhicules hydrogène ou la consommation avec du carburant HVO ne permet pas de réduire la consommation d'énergie, puisqu'on compare en fait la situation de départ avec la situation finale. Et donc, ces fiches-là ne sont pas éligibles. Enfin, elles n'existent pas d'ailleurs, pas sur les véhicules à hydrogène. D'accord. Et donc, on avait juste une petite question, mais comment cela se passe, juste pour terminer, comment cela se passe pour les fiches en faveur du report modal ferroviaire et fluvial? Je voulais l'apprendre parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du multimodal. Pierre, tu as peut-être quelque chose à apporter comme élément? En fait, là encore, je renvoie sur la fiche elle-même qui donne tous les détails parce Mm. que là, je ne les connais pas par cœur. Tout est explicité dans la fiche C2E et Marine a mis le lien. Je crois qu'on a le lien sur le webinaire. Allez consulter les fiches et vous aurez les modalités, les détails et qu'est-ce qu'on valorise et quel gain on valorise par type de fiche. Merci beaucoup. Marine, je vous redonne la parole pour parler de votre webinaire. Oui, alors en quelques mots, c'est un webinaire qui s'appelle la rentrée des C2E. L'idée, c'est qu'à travers les différents secteurs sur lesquels sont amenés à travailler les chargés de mission, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de nouveaux acteurs dans le dispositif des C2E. Donc ce webinaire, il est fait pour répondre aux questions sans gêne et sans problème. On va reprendre les bases aussi, redonner les clés pour trouver les textes qui fondent le dispositif. Et pour le moment, l'invitation n'est pas envoyée. Par contre, vous allez pouvoir trouver dans la présentation un Google Form dans lequel vous pourrez nous transmettre vos demandes spécifiques et points de questionnement. Euh, N'ayez pas de retenue. L'idée de ce webinaire est vraiment de répondre à tous de façon assez libre. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, notre rendez-vous annuel habituel. Donc, le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable pour le programme EVE en 2025. Donc, deux possibilités, en présentiel ou en virtuel. Ça se passera à la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand, donc le 16 octobre prochain 2025. N'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Juste pour en parler rapidement, donc on aura les regards croisés sur les perspectives du programme F. Donc après F1, F2, qu'est-ce que l'on pourra avoir? Et enfin, on aura surtout aussi l'intervention de François Gémen, co-auteur du GIEC, professeur à HEC et cofondateur de l'Alliance pour la décarbonation de la route. Donc on vous attend tous avec plaisir après avoir regardé le webinaire de la T2E au rendez-vous Eve. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.